Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de tenir sa raclette. Ce n'était pas la posture de celui qui s'apprête à l'utiliser. C'était la posture d'un homme totalement figé, un objet entre les mains. Car l'intégralité de son attention était accaparée par autre chose, ses doigts verts rouillés sur le manche en aluminium avec la pression constante de celui qui ne se rend même pas compte qu'il serre les poings. Les yeux rivés sur la vitre devant lui avec ce genre de concentration qui ne consiste pas à regarder, mais à lire. À l'intérieur de la salle de réunion vitrée, des hommes en costume sombre gesticulaient au 10 d'un contrat volumineux avec l'urgence de ceux qui ont des sommes colossales en jeu et qui découvrent que cet argent pourrait prendre une direction qu'ils n'avaient pas prévue. À l'extérieur, dans le couloir du 7e étage de la clinique Vita Impériale, un homme en combinaison grise, le dos auréolé de sueur, se tenait planté devant la vitre comme si celle-ci était une fenêtre ouverte sur un autre monde, ce qui admet d'une certaine manière était le cas. Les piles de ses prothèses auditives contours d'oreilles étaient faibles depuis 2 jours. Il le savait car il avait remarqué le signal d'alerte la semaine précédente et avait repoussé leur remplacement. Parce que les piles coûtaient cher, que la fin du mois était rude et qu'il avait appris, au cours de ses 28 années d'existence, que le monde sonore n'était qu'un simple complément au monde qu'il habitait réellement, et non le monde principal. Le monde principal était celui qu'il voyait. Et ce qu'il voyait, à cet instant précis, c'étaient les lèvres de l'investisseur chinois, du côté gauche de la table en acajou, s'articulant avec la diction spécifique du mandarin qu'il avait appris à lire sur les lèvres au fil de 3 années d'apprentissage autodidacte. Initié pour des raisons purement pratiques, la clinique recevait des délégations asiatiques de plus en plus fréquentes. Il y avait des documents et des conversations dans les couloirs, et il y avait quelque chose dans ces échanges auxquels les autres employés du sous-sol n'avaient pas accès. Mais lui, avec la patience de celui qui assimile une langue par la forme des lèvres et non par le son, avait appris à la décrypter. Les lèvres de l'investisseur venaient de glisser à l'assistant assis à ses côtés une phrase qu'il avait frappée avec la limpidité d'une sentence lue sur une page. Leur avocat est un idiot. Il n'a pas vu la clause de dilution inversée à la page 44. Dans 3 ans, on prend le contrôle du conseil et on vire ce bouffon. Cet hôpital finira en parking. La main s'était crispée sur le manche de la raclette. Ses yeux ne trahissaient aucune colère. Ils trahissaient un traitement juridique de l'information. Pour comprendre ce que cela signifiait pour lui, il faut comprendre qui se trouvait de l'autre côté de la vitre, non pas l'investisseur chinois, ni l'actionnaire majoritaire, mais la femme qui, à cet instant même, traversait le couloir, un plateau en métal entre les mains, en direction de cette même salle. La clinique Vita Impériale avait été bâtie pour une caste très spécifique d'individus. Aucune plaque ne l'indiquait explicitement, c'était l'architecture qui hurlait ce message. L'atrium en marbre qui tenait davantage du palace 5 étoiles que du lieu de guérison. Les œuvres d'art tapissant les murs des ailes privatives. Le menu des repas proposant des mets qui nécessitaient une traduction pour quiconque ne fréquentait pas les restaurants étoilés. C'était le genre d'endroit qui existe dans toutes les grandes métropoles, qui soignent avec une excellence absolue ceux qui ont les moyens de se l'offrir, et qui traitent tous les autres, y compris ceux qui s'échinent à faire tourner cette excellence, avec la distance glaciale de ceux qui ont besoin du service mais fuient le contact. Au sous-sol, le secteur de la maintenance déroulait ses couloirs grisâtres où l'odeur de chlore et de cire se mêlait au relent de café bas de gamme, et à la sueur de ceux qui bossaient debout toute la journée. Il y avait un vestiaire au casier numéroté, un réfectoire aux tables en formica, et un panneau d'affichage placardé de planning de rotation et de protocole d'élimination des déchets hospitaliers. C'est de là qu'ils émergeaient tous les deux, chaque matin à 6 heures. Céline avait fêté ses 32 en 3 semaines plus tôt, et son ventre de septembre avait transformé sa tunique blanche en coton en un ajustement perpétuel à ceinture. Cousu pour un corps sans grossesse, avait été confié à la couturière du quartier pour un élargissement qui lui avait coûté 40 €. Cette même dépense imprévue qui avait contraint son frère à repousser l'achat de ses piles auditives. Ses cheveux bruns foncés étaient noués en un chignon dont plusieurs mèches s'échappaient. Collés par la sueur de l'après-midi, non par négligence, mais parce que c'est ce qui arrive quand on marche pendant des heures et que la transpiration détruit ce que le matin avait soigneusement fixé. Ses baskets orthopédiques, équipées de semelles sur mesure, avaient été achetées sur les recommandations d'un kinésithérapeute consulté via la mutuelle d'entreprise, une mutuelle basique, sans couverture pour les spécialistes, mais qui remboursait la kiné sur ordonnance d'un généraliste. Et le kiné avait été catégorique concernant la semelle. Elle portait le plateau avec l'attention de celle qui sait pertinemment que les couloirs d'hôpitaux exigent un équilibre constant, surtout lorsque le centre de gravité de son propre corps se modifie de semaine en semaine. Le thé vert importé, fumant dans une théière en porcelaine pour les investisseurs asiatiques.
L'expresso corse est dans une tasse en porcelaine fine pour l'actionnaire. Les biscuits au sésame, expressément exigé dans la liste des préférences alimentaires que l'assistant de direction avait transmise par email, elle avait frappé. Pas un grand coup la frappe réglementaire, de coups secs, celle qu'on leur avait inculquée lors de la formation d'accueil comme étant le protocole adéquat pour pénétrer dans une salle de réunion. Elle avait poussé la porte de la hanche, comme elle avait appris à le faire les mains pleines, et s'était avancée. L'actionnaire avait violemment abattu son poing sur la table à la seconde exacte où elle franchit le seuil. La tension de la réunion avait atteint son point d'ébullition, une clause posait problème. Les interprètes manquaient de précision, les enjeux financiers se chiffraient en milliards. Et l'atmosphère était saturée par cette pression étouffante générée par un homme suffisamment puissant pour n'avoir à se soucier d'aucune autre variable dans la pièce. Son bras fusa dans un geste d'irritation brutale. Il percuta le plateau. Le thé vert bouillant éclaboussa le bras de Céline avant que le moindre réflexe ne puisse dévier la trajectoire du désastre. Elle lâcha un son qui n'était pas un cri, un halètement involontaire de douleur. Expulsé avant que le système nerveux n'ait le temps de décider s'il devait l'étouffer ou le hurler. Ses mains plongèrent vers son ventre, dictées par l'instinct qui précède toute pensée rationnelle. L'instinct viscéral de protéger ce qui vit à l'intérieur avant d'évaluer les dégâts à l'extérieur. L'actionnaire s'était levé d'un bond. Marc Vasseur avait 54 ans. Il s'était forgé tout au long de son existence un masque de despote qui fonctionnait à merveille dans les hautes sphères, là où le pouvoir se mesure selon des codes bien précis et où l'entourageait, méticuleusement sélectionné pour sa propension à se soumettre à ces codes. Son visage était empourpré par une rage qui bouillonnait bien avant l'incident du plateau et qui venait de trouver là une cible infiniment plus accessible que la foutue clause contractuelle responsable de sa fureur. Espèce de bonne à rien. Sa voix claqua avec un volume qui ne traduisait pas une perte de contrôle, mais plutôt l'exercice d'un droit divin à écraser l'autre. Tu ne vois pas qu'on est au milieu d'une négociation à plusieurs milliards? Tu ne sais pas frapper à une porte? Son index se braqua sur Céline avec la précision d'une condamnation prononcée avant la moindre plaidoirie. Les gueux de votre espèce s'imaginent qu'ils peuvent débarquer partout comme dans un moulin. Et puis son regard croisa la vitre, la combinaison grise à l'extérieur. Les yeux du frère, rivés sur les lèvres de l'investisseur chinois, avec cette concentration maniaque de celui qui déchiffre un texte. Et c'est quoi ce demeure est planté dehors? Le volume grimpa encore d'un cran, poussé par cette rage aveugle qui cherche du sang frais une fois la première victime à terre. Tu regardes quoi? T'es sourd et muet ou tu le fais express? Dégage de ma vue. Une seconde de pause, le temps que son mépris trouve la formulation la plus abjecte possible pour cracher son venin. Retourne balayer les caniveaux, c'est la seule place que tu mérites. Vous êtes tous les deux des anomalies de l'évolution. Les sous-merdes comme vous ne devraient même pas avoir le droit de se reproduire. Son regard glissa vers le ventre arrondi de Céline, avec l'expression écœurée de celui qui contemple une aberration qui n'aurait jamais dû souiller sa conception d'un monde parfait. Céline restait clouée sur place, les mains protectrices sur son ventre, les larmes coulant sur ses joues dans un silence qui n'était pas un aveu de faiblesse, mais une impossibilité physique de répliquer. Trop de signaux parasitaient son cerveau en même temps, la brûlure atroce sur son bras. L'humiliation publique, son bébé qui avait perçu la montée d'adrénaline avant même qu'elle ne l'assimile. Et au milieu de ce chaos, le besoin viscéral de défendre ce frère qu'on traitait de demeuré et de muet, à travers la vitre d'une pièce dont il ne pouvait entendre aucun son. Monsieur Oran, sa voix tremblait, luttant pour articuler des mots pendant que son corps encaissait simultanément la douleur, le choc et l'ignominie. Mon frère, il qu'il n'a rien fait. De l'autre côté de la paroi de verre, Léo avait tout vu. Il avait vu le plateau voler, il avait vu le bras ébouillanté de Céline. Il avait vu ses mains se crisper sur son ventre. Il avait vu l'index accusateur pointer vers lui à travers la cloison. Et il avait vu les lèvres de l'actionnaire former ces mots qu'il avait déchiffrés avec la même nette que ceux de l'investisseur chinois. Demeurait, sourd, muet, caniveau, anomalie de l'évolution, ne devrait pas se reproduire. Ses phalanges blanchirent sur le manche de sa raclette maïs et ses SIO. Ses yeux ne laissaient filtrer aucune rage. Ils se redirigèrent, avec l'impassibilité glaçante de celui qui a une mission à accomplir, vers les lèvres de l'investisseur chinois au fond de la pièce. Ce dernier observait la crise de l'actionnaire avec le détachement clinique de l'homme d'affaires, évaluant une donnée en temps réel, et venait de glisser à voix basse à son assistant une phrase que Léo avait captée avec l'attention absolue de celui qui a appris que les informations cruciales n'empruntent que très rarement le canal officiel. Il avait lu, cet abruti ignore que dans 36 mois, il n'aura même plus de clinique à vendre. La clause 174 nous le garantit, il est difficile de croire qu'un homme puisse regarder une femme enceinte.
PALE Obras et ne pensez qu'à son propre ego, n'est-ce pas? Si cette cruauté vous révolte autant que moi, laissez un like dès maintenant pour prouver que vous soutenez Léo et Céline. Léo avait reposé sa raclette sur son chariot avec le geste maîtrisé de celui qui range un outil devenu inutile. Car l'instant suivant exigeait un tout autre arsenal. Il extirpa son téléphone de la poche de sa combinaison, il commence à hâter peur. Pas un SMS pour Céline, un message destiné à l'avocat Prud'Homal qui avait défendu un collègue de là. Maintenance l'année précédente pour un licenciement abusif. Un contact qu'il avait enregistré sous la mention dit la vérité, facture ce qu'il peut. Le texte fut rédigé avec la sécheresse de celui qui n'a pas de temps à perdre en politesse et qui sait exactement ce qu'il doit balancer, clause 174 dilution inversée. Page 44 Dossier Urge, faut que je te dise ce que j'ai lu aujourd'hui. Le téléphone retourna dans sa poche. Léo saisit son chiffon en microfibre. Il continua de lustrer la baie vitrée avec sa cadence habituelle. Ce mouvement circulaire dont il avait déduit qu'il était le plus redoutable pour ce type de surface, ce mouvement fluide qui ne laissait aucune trace une fois sec, à l'intérieur du bocal de verre, personne n'avait percuté que la véritable menace pesant sur leur deal à plusieurs milliards ne résidait pas dans cette clause que l'interprète peinait à traduire. Elle se terrait dans le silence du couloir. Dans ce silence absolu qui avait tout lu. La petite salle de soins du sous-sol était aveugle. Un néon blafard crachait au plafond, cette lumière blanche et clinique propre aux espaces conçus pour être fonctionnels et non habités. Il y avait un brancard recouvert de papier d'examen crissant. Une armoire métallique où les compresses et les antiseptiques étaient rangés avec la logique militaire de ceux qui utilisent l'endroit assez souvent pour savoir où chaque gaz doit se trouver. Ça sentait la bétadine, avec des relents de pommade cicatrisante persistant dans l'air depuis la dernière intervention. Céline étalait la crème sur son avras avec le rictus de celle qui gère une souffrance mineure comparée à l'enfer qui s'abat sur sa vie. La brûlure avait tracé une balafre rougeoyante du poignet jusqu'au coude, dessinant la géométrie chaotique d'un liquide brûlant frappant une cible en plein mouvement, pas une ligne droite, mais l'architecture pure de l'accident, dépourvue d'intention mais lourde de conséquences. La pommade était glaciale sur sa chair en feu, et elle l'appliquait de sa main valide avec la précaution de celle qui maîtrise le protocole, car les protocoles médicaux faisaient partie intégrante de son quotidien. Léo entra sans frapper, non par manque d'éducation, mais parce qu'il existait entre eux une connexion qui se passait d'avertissements sonores. Elle releva les yeux au grincement de la porte et lut sur son visage ce qu'elle redoutait d'y trouver depuis qu'elle avait fui la salle de réunion pour se réfugier au sous-sol le bras en feu, le cœur cognant à une vitesse beaucoup trop élevée pour ses 70 mois de grossesse. Les mains de Léo se mirent à danser. La langue des signes française possède d'une puissance de frappe que les langueurs atteignent rarement, l'urgence peut être hurlescent. Élever la voix d'un décibel, car c'est le corps entier qui parle. Et le corps peut projeter une intensité monstrueuse sans avoir recours au moindre son. Les mains de Léo virevoltèrent avec la précision foudroyante de celui qui utilise cette langue comme langue maternelle. Et non comme un gadget de substitution, comme le moyen absolu et viscéral d'incarner sa pensée dans le monde réel. Il t'a brûlé. Je vais porter plainte. Sans Céline regarde à sa cloque. Puis son frère. Ses mains lui répondirent avec la fulgurance de l'intime, la vélocité de deux gosses qui ont passé leur putain d'enfance à se forger un dialecte codé pour survivre dans un univers qui n'avait jamais été conçu pour eux. Non, c'est lui le patron. On a besoin de ce boulot. Le bébo à la mutuelle. Oublie ça, il y avait dans son signe pour oublie quelque chose de bien plus profond que de la résignation, c'était la supplique muette d'une femme exigeante. L'homme qu'elle aime de ne pas s'engager dans une guerre perdue d'avance. La lucidité de celle qui a déjà chiffré le coût du sacrifice, sachant pertinemment que sa requête serait atroce à encaisser, car elle violait l'instinct de justice viscérale de celui qui la recevait. Elle au reste affaigue les mains suspendues dans le vide après le dernier signe de sa sœur, il fixa sa brûlure à vif. Il hocha lentement la tête. Le geste de celui qui accepte l'ordre sans pour autant accepter l'injustice qu'il a enfanté, la nuance était colossale. C'était la différence entre battre en retraite par amour ou battre en retraite par soumission. Et chaque muscle de sa mâchoire hurlait que c'était la première option. Il tourna les talons. Il fila au vestiaire, ouvrit son casier numéroté et en arracha le carnet crasseux qui lui servait de journal de bord, commande de détergent. Planning de nettoyage des étages, le genre de paperasse qui structurait sa semaine. Il ouvrit à une page vierge et tenta de coucher sur le papier ce qu'il avait vu et lu dans cette putain de salle de réunion. Avec l'urgence du lanceur d'alerte qui sait que l'information doit atteindre un décideur avant que l'encre du contrat ne sèche. Sa dyslexie frappa avant même les mots. C'était ce type de dyslexie vicieuse qui avait vampirisé sa surdité tout au long de son naufrage scolaire. Pas la dyslexie du cancre qui ne capte rien, mais celle de l'esprit brillant qui pige tout.
mais qui se heurte au mur de briques de l'écriture conventionnelle pour retranscrire sa pensée. Une barrière inexistante en langue des signes ou en lecture labiale. Les lettres se bousculaient dans un chaos organisé, certaines inversées. D'autres substituées, des mots amputés au mauvais endroit, la syntaxe obéissant à une grammaire interne parfaitement logique pour lui. Mais indéchiffrable pour l'orthographe standard, il se relut. Il rida la feuille et recommença. Il finit par accoucher d'un torchon qui contenait le code nucléaire close. Numéro, dilution, page, contrat, mais encodé sous une forme qui exigeait une profonde bienveillance pour être décryptée. Et s'il y a bien une chose qu'il avait apprise en 28 ans, c'est que la bienveillance interprétative était une ressource que l'humanité rationnait avec une avarice cruelle. Il porta son billet au bureau de l'avocat de la clinique. L'avocat était un quadra au regard épuisé de celui qui gère plus de plaintes qu'il n'a d'heures dans sa vie, et qui avait acquis l'automatisme cynique de trier les requêtes sur leur gueule avant même d'en lire le contenu. Il dévisagea la combinaison grise, le papier plié en 4. Le gribouillis barbare avec ses lettres mélangées et son charabia tronqué. Il parcourut le mot 2 secondes chronoté, il replia le papier. Il le balança dans la corbeille avec la gestuelle robotique de celui qui évacue un déchet inclassable dans son cerveau saturé. Encore un taré du sous-sol. La châtie à son stagiaire, sans même prendre la peine de baisser la voix, estimant qu'un balayeur ne méritait même pas l'effort de la confidentialité. Léo vit les lèvres articulent et l'insulte à travers la paroi vitrée du bureau. Il eut chaque syllabe. Il rebroussa chemin dans le couloir, du pas cadencé de celui qui encaisse un obstacle et qui recalcule instantanément sa prochaine trajectoire. Le lendemain, l'actionnaire signait. Il paraphait avec ce stylo Montblanc en or massif qu'il gardait au chaud dans sa poche intérieure pour les sacrements historiques. Car on lui avait inculqué que la noblesse de l'outil validait la lourdeur de la décision. Et cette gêne-là pesait le poids d'une vie de convoitise. Les consultants s'étaient pourtant arraché les cheveux 3 semaines de négociations parsemées de clauses restrictives, de projections financières, de comités d'experts déballant leur jargon de gestion des risques pour un tyran qui avait décidé de les écouter jusqu'au bout, avant de faire exactement ce qu'il avait prévu de faire dès le premier jour. « Vous êtes beaucoup trop frileux ». Sa voix suintait la désinvolture de l'homme persuadé de sa victoire avant même le coup d'envoi. « C'est ça, l'avenir. Signons ce putain de papier avant que les Asiatiques ne se rétractent. » L'encre glissa sur la cellulose avec l'onctuosité des stylos qui valent un SMIC. De l'autre côté de la vitre, Léo observait la main courir sur le papier. Il lutte sur les lèvres de l'investisseur chinois, qui adressa à son second ce rictus impénétrable de celui qui valide mentalement le plan de destruction totale qu'il avait orchestré avant même de monter dans son jet privé. C'est fait et c'est cet après-midi-là, l'actionnaire pavana dans le hall principal. Avec la superbe du monarque qui vient de sceller le braquage du siècle et qui exige que chaque larbin s'agenouille sur son passage. Il aperçut Céline qui s'extirpait du mumoch douce Léo sur ses talons, le frère et la sœur. Collée, elle avec son pansement au bras, lui accrochait à son chariot de ménage. Il star net. Il fixa le badge de Céline avec l'expression malsaine du prédateur qui connecte les poings et qui s'apprête à jouir une seconde fois de sa toute-puissance. Te voilà, la sœur du petit muet. Il tira son smartphone de sa poche et scanna l'écran furtivement, comme pour acter une sentence décidée en haut lieu. Tu sais ce que je viens de trancher ? Pour aligner nos standards d'excellence sur ceux de la nouvelle fusion, je sous-traite l'intégralité du nettoyage et de l'aide soignante. Vous êtes virés tous les deux, un blanc chirurgical. Et pour la mutuelle ? Eh bien, tu iras pondre à l'hôpital public, puisque la crasse vous colle tant à la peau. Si, la NSV figuée à la main plaquée sur son ventre. Ce réflexe atavique, le geste pavlovien cultivé pendant septembre, la main bouclier qui s'abat sur l'utérus quand l'univers devient trop menaçant. Comme si le contact charnel avec le fœtus érige un rempart en titane que la cruauté du monde extérieur ne pourrait jamais franchir. Léo lâcha son chariot. Ses mains jaillirent devant lui. Mu par l'urgence d'une rage qui ne trouvait aucun autre putain d'exutoire que sa chair entière, les signes explosèrent avec l'intensité volcanique que permet la LSF sans avoir à beugler. Une fureur à la fois plus pure et plus dévastatrice qu'un cri, car c'était son âme tout entière qui frappait, pas seulement son larynx. L'actionnaire contempla ce balai de main avec ce rire obscène qui n'a rien à voir avec l'humour, mais avec le sadisme pur à l'état brut. « Regardez-moi ça, on dirait un singe qui se gratte les puces. » La phrase résonna dans le couloir en marbre, avec la virulence des mots qui ne devraient jamais franchir la barrière des dents, même en chuchotant. « Virez-moi cette bête d'ici avant qu'il ne dégueulasse mon sol. » Il a viré la femme enceinte et humilié le sourd. Mais le roi des cons ignorait que le petit muet était le seul à avoir décrypté le contrat de la mort. Si vous voulez voir la guillotine s'abattre, lâchez votre like sans plus attendre.
L'actionnaire tourna les talons et disparut dans le couloir, le Mont Blanc au chaud, le contrat d'or dans son attaché-caisse. Dopé par la conviction aveugle que l'histoire qu'il écrivait était bel et bien celle qu'il s'était racontée. Léo resta planté comme un menhir jusqu'à ce que les pas du bourreau s'évanouissent, il fixa ses lines. Ses mains reprirent leur danse, au ralenti cette fois. Avec cette tranquillité glaciale qui foudroie la panique, quand le cerveau a enfin verrouillé la cible. Ce n'est pas fini. J'ai lu le contrat. Je sais ce qui se cache. Page 44. Céline contempla son pansement, son ventre, son frère. Elle hocha lentement la tête, Léo dégaine à son smartphone. Il ouvrit la conversation avec l'avocat prud'homal, celui qui crachait la vérité et facturait ce qu'il pouvait, et greffa une nouvelle ligne au SMS de la veille. Cette fois, il ne s'emmerda pas avec le clavier. Il enclencha la caméra frontale. Il filma une vidéo en LSF d'1 minute, signant l'intégralité du braquage qu'il avait intercepté dans le bocal de verre, sans synthétiser. Une putain de radiographie textuelle à close, la pagination, le verbatim craché par le chinois à son laquais. L'architecture du piège mortel que le tyran venait de signer en fermant les yeux, il envoya l'ogive. Il rangea le téléphone. Il agrippa le manche de son chariot. Et il reprit sa marche dans le couloir, de ce pas métronomique de l'ouvrier qui a un job à abattre et qui va le faire. Parce que la machine ne s'arrête jamais et que baisser les bras n'était pas une option codée dans son ADN, l'option de riposte, elle, était en train d'être traitée par un avocat de quartier qui venait d'engloutir une vidéo d'1 minute 40. Il l'avait visionnée 3 fois de suite avant d'appeler un confrère spécialiste en droit des sociétés. La voix blanche, comme un type qui vérifie si l'hallucination qu'il se tapait est réelle. Il lâcha qu'une clause de dilution inverse et venait d'être ratifiée au nez et à la barbe d'un régiment d'experts. Qu'il détenait un témoin, et que ce témoin lisait sur les lèvres de l'investisseur. Lequel venait de confirmer que l'OPA hostile était intentionnel, et que dans 36 mois, le conseil d'administration serait balayé. Son confrère resta muet un instant. Puis il trancha: envoie-moi cette putain de vidéo. Le badge magnétique cramait encore dans la poche de la combinaison de Léo Théo et il s'en était rendu compte le soir de leur exécution. En vidant ses poches sur son matelas défoncé, son téléphone, ses clés, et ce badge orné de sa tête de Candide il y a 2 ans, les cheveux plus longs, ignorant tout de la broyeuse humaine qu'il allait se manger. Il avait hypnotisé le bout de plastique. Il l'avait claquemuré dans son tiroir. Il ne l'avait pas restitué aux érachins, pas un oublis, une frappe chirurgicale. La clinique avait informatisé le licenciement, flaguant le passe comme à restituer dans la matrice. Mais la lenteur pachydermique de la bureaucratie n'avait pas encore basculé en restriction d'accès. Car la synchronisation des serveurs de sécurité nécessitait un délai de latence et ce chrono n'était pas encore arrivé à 0. C'était une faille, étroite, mais béante. Il avait attendu 11h du soir. À 23h, une clinique de luxe mute. Elle devient un vaisseau fantôme, l'activité des grandes artères s'éteint. La relève de la garde instaure une baisse de vigilance au sas de sécurité. La kitchenette du sous-sol est déserte et l'odeur de javel s'incruste dans les couloirs gris car la ventilation nocturne tourne à l'économie. C'était la clinique que Léo maîtrisait mieux que personne. 2 ans à disséquer la respiration de la tôle avec l'essence aiguisée de celui que le silence auditif a doté d'un radar spatial hors du commun. Le badge fit biper le lecteur de l'entrée de service. Il s'engouffra dans le manche jusqu'au 7e. La salle du conseil était plongée dans la pénombre, cette semi-obscurité toxique des tours de verrou, les néons de la métropole, les phares orange et blancs du périph' et des buildings voisins s'infiltrent pour ne jamais vous laisser en paix. Il s'avança, la torche de son smartphone réglée sur l'intensité minimale. La déchiqueteuse trônait dans l'angle, flanquant l'armoire des archives. Il connaissait les coordonnées GPS de chaque foutu bibelot de cet étage par cœur. Des mois de nettoyage quotidien avaient forgé cette cartographie mentale. Un don collatéral quand le boulot est lobotomisant et que le cerveau a tout l'espace nécessaire pour graver la moindre anomalie dans le décor. La corbeille, à côté de la broyeuse, cachait exactement ce qu'il était venu chercher. Le contrat final avait été paraphé sur tablette, un pare-feu biométrique imposé précisément pour qu'aucune liasse papier ne s'évapore dans la nature. Sauf que les avocats, ces paranoïaques en surchauffe, impriment toujours. Ils impriment, et ils raturent. Le brouillon papier est l'exutoire où le vice se structure avant d'être gravé dans le PDF officiel. Et ces brouillons accusateurs finissent systématiquement à la poubelle, car c'est le cimetière des choses qui doivent disparaître. Le document agonise et l'a chiffonné en 3 par un point qui voulait le rendre illisible, mais la force brute n'efface pas l'encre de l'imprimante. Elle ne fait que sculpter un relief sur la cellulose, une topographie qui peut être aplanie avec une bonne dose d'obstination. Léo l'enfouit dans la poche de son treillis de ninja. Il s'exfiltra par le même conduit. Chez lui,
Saturne avait la superficie d'une boîte à chaussures. Découpée du salon par une cloison de plaques à 13 montes, il a fait quand le ventre de. Céline avait réclamé son propre espace. Il avait posé les rails lui-même un week-end de dèche, avec des matériaux payés en 4 fois chez le Leroy Merlin du coin. Une cloison à peu près d'équerre pour un mec qui avait maté des tutos sur son portable avec les sites activés. La table en formique à fatiguer était son QG et le comptoir où il avait cravaché depuis le lycée. S'écorchant les yeux sur les bouquins prêtés par la bibliothèque municipale qu'il prolongeait religieusement chaque semaine. Les livres étaient son unique perfusion de savoir, gratuit, et blindé de la came dont il avait besoin pour survivre. Il aplani le document à plat de main. Centimètre par centimètre. Avec la patience maniaque du restaurateur d'art qui sait que la fibre de papier a une mémoire et que les plis ne capitulent pas sous l'urgence, mais sous une pression chirurgicale et lente. Les gribouilles et manuscrits refirent surface avec une netteté mortelle. C'était du mandarin, l'ironie cinglante de la situation arracha un rictus muet à Léo sumit ce putain d'isolement social que le monde lui impose et comme une tare était l'unique radar qu'il avait formé à décoder ses glyphes. Il avait absorbé les idéogrammes en lisant les livres des chirurgiens stars, des mandarins de la santé et des actionnaires asiatiques de passage au 7e étage. Sans le son, le canal visuel devient un scanner à rayon dixième, phagocytant des schémas et des patterns là où l'oreille des valides n'entend que du bruit blanc. L'encre confirmait mot pour mot ce qu'il avait lu sur la bouche du chinois. Mais pour percuter l'apocalypse qui se tramait, il fallait digérer la copie imprimée, la fameuse Clause 17 après une boucherie sémantique rédigée dans le dialecte vicié du droit des sociétés inter. Un charabia truffé de clauses léonines, conçu spécifiquement pour être limpide pour les initiés et opaque comme du béton pour la plèbe. Il y avait une putain de bonne raison pour laquelle il avait squatté les rayons de droit des contrats à la médiathèque. Cette croisade avait démarré 3 ans plus tôt, quand Céline avait ramené le contrat de la mutuelle d'entreprise pour le signer. Les yeux noyés de désespoir face à une arnaque légale qu'elle n'avait pas les armes pour combattre. Il avait épluché le papier avec elle, déniché les astérisques empoisonnés qui maquillaient la sodomie. Il avait filé à la bibliothèque pour percer le code, il ne s'était plus jamais arrêté. Il avait continué de dévorer les codes. La dyslexie bridait sa vitesse de lecture, ce n'était pas un mur infranchissable, juste un fardeau, l'obligation d'auditer chaque ligne 2 ou 3 fois, car la première passe lui pondait souvent une phrase absurde que la seconde devait recadrer. Mais il avait muté ce boulet en arme de destruction massive. Scanner un texto ralenti, c'est l'autopsie en profondeur. C'est repérer la virgule assassine que la lecture rapide zappe. Il avait ciblé la clause 174, il avait pig. Dilution inversée des actions. Le contrat fixait des objectifs de rentabilité délirants pour que le fonds asiatique conserve son statut de créancier sans droit de vote. Des quotas de performance paramétrés avec le cynisme vicieux des vautours qui savent qu'ils sont inatteignables. Pas difficile inatteignable mathématiquement. Adossé à des indices de rentabilité que le marché de la santé privée français n'avait pas effleuré une seule fois au cours de la dernière décennie. Au premier crash sur ses objectifs, le crash inévitable. Le fonds s'arrogeait le droit souverain de convertir ses obligations en actions ordinaires, avec une décote monstrueuse de 90% sur la valorisation boursière. L'air, Zoltante gribouillé sur les marches par le baveux, étalait la cruauté de la combine en 36 mois. L'actionnaire majoritaire qui croyait régner en maître serait saigné à blanc, dégringolant de PDG Tout puissant à sous Pfeiffer possédant moins de 6% du capital. La clinique serait rayée de la carte. Les urgences, l'unique putain de pôle de secours dans tout l'arrondissement qui soignait les CMU à côté de la jet set. Uniquement parce que le cahier des charges de l'art les y obligeait serait liquidé. Le complexe immobilier serait revendu à la découpe. Léo resta statufié, le papier maudit entre les mains. Céline fit irruption dans la chambre. Son ventre avait encore pris de l'ampleur en une semaine, et ses cernes trahissaient l'insomnie de la femme enceinte percutée par un licenciement abusif. Ce genre de terreur nocturne qui ne tolère aucune trêve. Ses mains s'agitèrent dans la pénombre. « Tu vas lui refiler ça, après la crasse qu'il nous a faite ?» Ses gestes transpiraient bien plus qu'une simple question, il charriait le pu de la brûlure. L'annulation de la mutuelle qui devait couvrir son accouchement n'a risque dans 8 semaines. La radiation brutale et l'insulte eugéniste sur la reproduction crachée dans le couloir de marbre. Léo dévisagea le papier. Puis sa frangine. Ses phalanges lui répondirent avec le calme olympien du général qui a retourné l'échiquier dans tous les sens et qui a trouvé la faille. Non, je le balance au conseil d'administration. Ils doivent savoir que leur despote est une brêle et qu'il vient de suicider leur boîte. C'est pas une vendetta. C'est de la gouvernance corporative. Céline resta tétanisée de longues secondes. Ce temps suspendu propre à leur code,
où l'un vient de lâcher une bombe et où l'autre encaisse la magnitude de la déflagration avant d'acquiescer. L'explication de Léo dans sa langue silencieuse était 1000 fois plus tranchante que si elle avait été hurlée. La frontière entre la vengeance aveugle du misérable et la frappe chirurgicale au nom d'un principe supérieur. Ce discernement irradiait la chorégraphie de son corps d'une évidence que la voix orale corrompt souvent. Masquant la vérité derrière des trémolos factices alors que la langue des signes ne ment jamais, il ne comptait pas sauver la peau de l'actionnaire de merde, il allait sauver l'hosto. Il allait sauver les urgences publiques. Il allait sauver même s'il ne l'avait pas signé car c'était une putain d'évidence la couverture médicale de sa sœur, qui avait été suspendue par la DRH et dont elle allait avoir un besoin vital sous peu. Il replia le document avec la méticulosité de l'archiviste, pas le froissage hystérique de la panique, mais l'origami précis qui protège le papier sans amputer l'encre. Il les planqua. Il dégaina son smartphone. Il traqua le blast du président du conseil d'administration de la clinique Vita Impériale sur le registre public d'infogreffe. Il le débusqua en 2 minutes chrono et intercepta son courriel institutionnel planqué dans les méandres de la page des relations investisseurs. Il déclencha sa caméra. Il filma pas de la littérature au clavier une déclaration de guerre en LSF. Facecam, traduisant chaque putain de vice de la clause 174. La velue sur les lèvres du requin chinois. L'arborescence de l'arnaque cautionnée par les annotations en mandarin, le tout avec la précision du rapporteur de guerre, Sans Broderie. Le jargon juridique pointu ingurgité à la bibliothèque craché avec une limpidité totale, il est la haine, au louplot. Il ajoute à une unique ligne de texte à l'email, il avait demandé à Céline de la Tépeuge, sa frappe étant plus véloce et académique que la sienne. Une ligne qui mentionnait simplement qu'une preuve matérielle explosive était à leur disposition. Et qu'il existait une brève fenêtre de tir pour agir avant que le bain de sang ne soit irréversible, il éteignit la loupiote. Il resta plongé dans les ténèbres, la bombe de papier sur la table, le téléphone noirci, écoutant le brouhaha lointain de la métropole qui continuait de palpiter avec l'indifférence écœurante des mégalopoles qui broient les destins individuels sans même s'en apercevoir. Le silence était le même silence que d'habitude. Ce mutisme abyssal qu'il avait appris à apprivoiser à septembre, quand la méningite l'avait amputé du son pour décupler tout le reste, le langage corporel. La logique froide, l'instinct de survie qui repère les anomalies là où les autres regardent sans voir. Le silence qu'il avait formé à écouter ce qui n'est jamais prononcé à voix haute. Le silence qui avait disséqué la clause 174 dans la poubelle d'un avocat international surpayé qui avait estimé qu'un balayeur était trop con pour piger une ligne de contrat. Il s'endormit. De l'autre côté du BA13, Céline garda les yeux écarquillés dans la pénombre, la main posée sur sa progéniture, ressassant le parcours de ce frère devenu sourd à 7 ans, qui s'était forgé une arme de destruction massive en apprenant à lire sur les lèvres dans 5 langues. Reclus dans le silence d'une bibliothèque de quartier, ressassant l'ironie cosmique de cette clinique de milliardaires qui avait embauché, pour curer ses chiottes, l'unique être humain à 100 km à la ronde doté de l'arsenal cognitif pour à cœur le braquage du siècle qui s'était joué dans la cage de verre. Elle esquissa un rictus dans le noir. Le petit sourire cynique de ceux qui constatent que la matrice de l'univers, de temps en temps, très rarement, mais de temps en temps, aligne les planètes avec une ironie qui confie nos génies vengeurs. Le saint des saints du conseil d'administration siégeait au 10e étage. L'étage fantôme qui n'apparaissait pas sur la plaque signalétique des ascenseurs visiteurs. Pas parce qu'il abritait des secrets d'État, mais parce que la plèbe n'avait rien à y foutre et que l'élite qui y siégeait connaissait la combinaison de la touche, la table en ronce de noyettes, ovale et kilométrique. Suintait la pérennité pas le mobilier Ikea jetable de la start-up nation, mais la relique massive taillée pour survivre au PDG de passage. 8 fauteuils club cerclaient l'hôtel pour les administrateurs indépendants. Le trône du président en bout de table et une chaise rapportée, ajoutée à la hâte-lave et sur injonction du grand boss. Placé pile poil dans l'axe de mire du peloton d'exécution. Les pontes du conseil avaient déboulé avec la tronche ravagée de ceux qui ont reçu un SOS crypté au milieu de la nuit, qui ont lu la bombe en pièces jointes et qui n'ont pas fermé l'œil depuis. Le mail était en à 8 heures plus tôt. Expédié via un serveur sécurisé que les hackers de l'IT n'avaient pas réussi à démasquer. J-Class 17, 4 Alerte Opa Hostel classement rouge. Le corps du texte jonglait entre l'anglais juridique et le mandarin, 2 autopsies parallèles du contrat. D'une perfection chirurgicale, assortie d'une note de bas de page glaçante précisant que l'audit émanait de la taupe ayant intercepté la version non censurée de la réunion de closing. 3 cabinets d'avocats internationaux d'affaires avaient été mis sur le grill dans l'urgence. Les 3 bataillons de baveux avaient pondu le même verdict d'apocalypse.
Marc Vasseur fit irruption dans la salle, le stylo Montblanc vissé dans la poche, plastronnant avec l'arrogance de l'intouchable. Il ignorait l'ordre du jour du tribunal extraordinaire, mais son ego surgonflé le persuadait qu'il materait la fronde avec les mêmes coups de bluff qu'il avait hissés là. Il balaya les actionnaires de son regard de prédateur. Scannant le troupeau ciblant ses fidèles, jaugeant ses ennemis, repérant les mollusques qu'il allait manipuler. Il s'écrasa contre des murs de glace, des visages de marbre qui ne répondaient à aucune de ses équations. La double porte s'ouvrit à nouveau. Céline s'avança la première. Elle arborait sa tunique d'aignatie blanche, l'armure de sa caste, qu'elle portait chaque jour depuis 4 piges, décrétant que cette clinique devait l'affronter dans sa tenue de forçat. Son bras brûlé et momifié dans ses bandages crevait les yeux, affiché avec la neutralité brutale de la chair martyrisée qui se passe de sous-titres. Son utérus de septembre mois ouvrait la marche. Sur ses talons, Léo, la combinaison grise du soil sortait de la machine à laver, mais n'avait pas perdu de son indignité prolétaire l'uniforme maculé de ceux qui récurent la merde des bourgeois, dont les fibres ont mémorisé la crasse que la lessive ne peut plus blanchir. Sa prothèse auditive était calée dans le pavillon de l'oreille, mais l'alimentation était sur off. Il avait pris cette décision martiale à l'aube, le silence absolu serait sa loi. Le mutisme était l'unique dimension appropriée pour insister à l'exécution. Tout comme il avait observé ce qui importait depuis 3 jours, avec ses putains d'yeux. Ses prunelles scannèrent le tribunal avec la placidité glaciale du bourreau qui n'est pas pressé, l'échafaud étant déjà dressé. Marc bondit de son siège. Le sang lui monta à la gueule avec l'ébullition d'une chaudière prête à exploser le pourpre de la rage incontrôlable qui irradie des carotides jusqu'au sommet du crâne. Qu'est-ce que ces sous-merdes foutent ici, Span? Le hurlement était calibré pour terroriser les sbires du couloir. Mais il se fracassa contre le mutisme sépulcral du conseil d'administration, un silence lourd. Armé sec qui ne pliait pas devant la crise de nerfs d'un parvenu si sécurité. Dégagez-moi ces 2 crasseux sur le champ. Le président du conseil leva la main. Un patriarche de 60 balais qui avait trusté le pouvoir en enchaînant des hold-up boursiers et qui irradiait cette autorité naturelle de l'empereur qui n'a jamais besoin d'aboyer, la cour se soumet en avant même que son geste ne s'achève. Asseyez-vous, actionnaire libre, la voix était basse. L'impact fut foudroyant. Marc resta debout une microseconde, son cortex moulinant pour évaluer si l'insubordination était encore une carte jouable dans son jeu. Les regards des snipers autour de la table lui hurlèrent que non. Il s'écrasa sur son cuir. Le président étala le brouillon froisse et sur la ronce de noix y repassait qu'un des froisses, mais gardant les stigmates du mépris. Accouplé à l'audit imprimé de la traduction certifiée par 3 multinationales du droit en corateur chrono. C'est à ce monsieur de prendre la parole. Le regard du patriarche s'ancra sur Léo avec un respect monastique, entérinant que le siège de l'accusateur lui revenait de droit. Nous avons réceptionné une autopsie de la clause en mandarin. Elle est chirurgicale, un blanc. Avalisée par nos 3 départements juridiques. Une seconde pose l'asphyxie calculée pour laisser le poison se diffuser. Étiez vous informé que la clause 174 est une OPA hostile déguisée en bombe à fragmentation. Marc fixa le chiffon de papier, puis le président, puis Léo à cette une fumisterie. S.A. Voix-Crack va dégringolant dans les aigus de l'imposteur pris au piège. Tentant de rhabiller son naufrage d'une posture indignée qui prenait l'eau de toutes parts, comment pourrait-il? Ce mec est sourd-muet. Il n'a pas pu capter un traître mot. Cette défense misérable lâcha une information toxique que les requins du conseil enregistrèrent chacun à leur manière, le cliché abject du bourge associant le handicap physique à la débilité mentale avec la spontanéité crasse de celui qui n'a jamais eu besoin de revoir ses putains de privilèges. Léo le crucifia du regard. Il sortit sa tablette tactile de son sac de sport, une bécane bas de gamme, renforcée par une coque anti-choc commandée sur Amazon. Car il savait que le verre trempé pète vite dans un casier d'agent d'entretien. Il déploya le clavier virtuel. Il frappa. Pas la frénésie du geek qui tape sans regarder, mais la cadence impitoyable du sniper qui a déjà écrit le code source de sa balle dans sa tête avant d'appuyer sur la détente. Chaque touche effleurée avec la froideur du codeur qui n'improvise pas, mais qui retranscrit l'algorithme de la mort. Le président lutte le texte généré sur l'écran plasma mural, selon le protocole de diffusion simultanée qu'ils avaient arrêté. Vous avez hurlé il y a un instant, sécurité. Dégagez-moi ces 2 crasseux. Vos lèvres ont articulé le terme crasseux avec une asymétrie de la commissure gauche qui traduit le mépris. Il y a 60 à Dowser, lors du closing, vous avez également éructé. Vous êtes beaucoup trop frileux. Vous avez paraphé le document sans exiger la traduction assermentée que votre propre direction juridique vous a fortement recommandée. Par courriel la veille,
à 18h47, selon l'historique d'audit des serveurs Microsoft Exchange. Ces faits constituent une faute de gestion caractérisée et une violation flagrante du devoir de diligence de l'administrateur, tel que réprimé par l'article L. 225 à 251 du Code de commerce français. Le silence qui s'abattit ne relevait pas de l'absence de son. C'était la matérialisation d'une présence écrasante. 8 seigneurs du CAC 40, le grand vizir, l'aide-soignante mutilée et le balayeur sourd, tout confinés dans l'arène de la vérité. Le seul murmure était celui de la climatisation industrielle tournant à plein régime, totalement amorphe au bain de sang social qui se déroulait. Marc baissa les yeux sur ses phalanges. Sur le mont blanc dépassant de son veston. Sur la table de conseil en noix et massif, achetée pour l'éternité. L'effondrement est un processus bien plus vicieux que la chute tombée et un accident cinétique. Mais s'effondrer implique une usure des fondations. Cette latence où le squelette décide qu'il ne peut plus porter le masque de téflon. Et où la viande s'affale sur son fauteuil avec la lenteur du cadavre résigné à la gravité. Il se liquéfia dans son siège de cuir, livide. Le président balaya la table du regard et à ce checkpoint visuel confirmant la manœuvre arrêtée avant l'ouverture des portes. Il y avait un plan de vol. Un ordre du jour et la certitude que cette Grand Messe n'était pas un débat démocratique, mais la cour martiale chargée d'homologuer la décapitation. Je soumets au vote. La voix resta égale, métallique, expurgée de tout affect inutile. La destitution à effet immédiat de M. Vasseur de ses fonctions de PDG. Et la révocation du traité de fusion pour vice du consentement et fraude consécutive à la négligence aggrave et du mandataire, qui est pour. 8 bras se levèrent simultanément sous l'unanimité absolue des plébiscites prémédités. Où le scrutin n'est que la putain de formalité exigée par le code de commerce pour que la sentence soit opposable au tiers. Léo observa la forêt de main se lever avec ce même radar activé dans les couloirs du 7e, le scan du prédateur qui absorbe la data pure. Archivant le moment dans son disque dur interne avec la résolution 4K de l'homme totalement ancré dans le présent. Il referma sa tablette. Il croisa le regard de Céline. Les doigts esquissèrent une arabesque, un raccourci de l'intime. Le sigle minimaliste de ceux qui n'ont plus besoin d'élaborer, le code binaire qui a signifié 1000 trucs dans leur galère. Mais qui à cet instant hurlait, mission accomplie, Céline plaqua sa main valide sur sa grosse assiette et l'opina du chef. Le martèlement des chaussures de sécurité dans le couloir en marbre rythmait la marche funèbre de l'inévitable. Marc Vasseur avait été expulsé de la salle du conseil avec la rigidité du mort tentant de maintenir le corps et de sa dignité. Avant que le château de cartes ne s'effondre publiquement, son costume sur mesure n'avait pas bougé d'un pli. La cravate de soie était nouée au millimètre. Le stylo Mont Blanc scintillait dans la poche. Mais sa charpente avait plié d'une manière que le cachemire italien ne pouvait camoufler, car c'était son aura de nabab qui venait d'être pulvérisée. Le corridor du deuxième étage aboutissait à la batterie d'ascenseur. Céline et Léo poireautaient devant les portes battantes. Personne ne les avait postés là, ils avaient déserté l'arène avant le condamné, et ils attendaient de pied ferme. Parce que la tragédie nécessitait un putain de face-à-face final dans ce corridor de la mort. Avant que la cabine ne les propulse de nouveau vers les besances de leurs conditions, réinstaurant la hiérarchie verticale de la tour. Max Stanet. Il fusilla Céline d'abord la gaze stérile, la bedaine. Et ce badge des antiques qu'elle arborait comme une provocation malgré sa lettre de licenciement. Car la rupture de contrat n'était pas actée administrativement et qu'elle avait juré de porter l'uniforme. Jusqu'à ce qu'il vienne le lui arracher des tripes. Puis il toua à Zaléo. Un spasme lui vrilla la glotte, un besoin pathétique d'aboyer une dernière vanne. De cracher un scud pour inverser la dialectique de la cour martiale. De reprendre la main sur cet ultime instant avec le terrorisme psychologique qui lui avait toujours servi de gilet de sauvetage. Aucun son ne sortit. Pas un blocage des cordes vocales, le court-circuit du dominant qui pige que son arsenal sémantique est obsolète. Que sa rhétorique de patron ne pèse plus que dalle, et coup sa voix habitué à trancher les têtes. Choisit l'extinction plutôt que le ridicule, Léo le sonda de la tête aux pieds. Sans la moindre once de haine. Ses yeux gardaient leur froideur habituelle, les yeux du radar, du décodeur. L'objectif macro qui avait flashé le verre du 7e étage avec la concentration du fantôme dont le taf de dératiseur passe inaperçu par les puissants. Les mains de Léo se mirent à danser. Céline observa le bal muet de son frère avec le recueillement de la prêtresse traduisant l'oracle. Puis elle planta son regard dans celui de Marc. Elle hurla la traduction pour que l'acoustique du xtum étage l'imprime dans la pierre, pour que le vigile entende. Pour que le clerc de notaire entende, pour que le marbre en tremble. Idéis le silença aussi une voix, et mon frère vient juste de l'utiliser pour te flinguer. L'ascenseur s'ouvrit. Marc Vasseur s'y engouffra.
Les portes se refermèrent sur le sifflement hydraulique de la technologie de pointe, un souffle qui ressemble au silence sans l'être tout à fait. La conclusion chirurgicale parfaite à cette exécution sans effusion de sang. La riposte de l'establishment fut foudroyante, la vitesse des multinationales qui s'acharnent à prendre de mauvaises décisions. S'applique également quand il s'agit de se rattraper aux branches pour éviter la prison. La panique carburant à la même intensité. La réintégration fut actée en quarter chrono. Et ce ne fut pas une simple annulation de licenciement, c'était la réparation brutale. Que l'on lâche quand le CA capte qu'il la frôle et la correctionne à les doigts blindés ses arrières. Le nouveau conseil d'administration s'enferme à 3 jours en cellule de crise ininterrompue. Rameutant consultant blindé et ténor de la gouvernance éthique pour remodeler l'organigramme avant que le FBI de la santé publique ne vienne fouiner. Un département de compliance et d'accessibilité fut accouché dans la douleur. Non pas comme une vitrine ou wokiste de merde, mais un blindé avec son propre putain de budget alloué. Son autonomie de signalement en direct live au CA. La différence abyssale entre un poste bullshit de communicant RSE et un job de dératiseur avec permis de tuer. Léo se vit soumettre le contrat via sa tablette tactile. Le patriarche du conseil avait tapé son offre en direct sur Slack. Ayant pigé en 2 jours d'apocalypse financière qu'il existait des canaux de communication infiniment plus puissants que l'interprète officiel, à condition d'utiliser le bon putain de câble, il dit bingo. Mais pas sans combattre, il mitrailla ses conditions. Il tapa ses exigences avec la même froideur d'exécution que sa dénonciation. Exigeant un accès God Modo Data des fusions-acquisitions, un pass VIP pour les audits et un blindage du protocole de lanceur d'alerte. Il savait que le système pondait des médailles en chocolat pour les parias de l'inclusion. Juste pour faire joli sur la plaquette annuelle, sans jamais filer les flingues chargés. Les pontes s'aplatirent. Le bureau fut customisé sur ses plans militaires, logiciels de transcription. Voix texte en temps réel ultra violent branché sur les micros de la salle de conf. Un interprète laissé fasciné d'office pour les sommets de plus de 3 requins. Un éclairage calibré au luxe prêt pour optimiser la lecture labiale sous n'importe quel angle d'attaque. La plaque en laiton fut vissée sur la porte un jeudi matin. Expert en analyse de risque contractuel multilingue. La blouse bleu nuit avait été exigée par le nouveau CA pour l'introniser dans la caste des intouchables du staff technique. Elle lui fut livrée pliée dans une boîte de luxe avec son nouveau passe magnétique. Sa photo actualisée, flanquée de l'intitulé de poste créé sur mesure pour la machine de guerre qu'il était devenu. Il enfila l'armure bleue. Il clipsa ses nouvelles prothèses auditives bioniques intra-auriculaires raflées avec sa première prime de signature de cadre sup. Des bijoux de technologie qui lui étaient inaccessibles depuis 21 piges. Il sentit le spectre des fréquences percuter son canal auditif comme une onde de choc charnel de volume. Non pas le boucan insupportable, mais la densité tridimensionnelle du monde qui hurlait autour de lui depuis toujours. Et qui débarquait avec une résolution 8K exigeant un reboot de son système d'exploitation pour être digéré. Il resta arrivé sur son siège en cuir à 5000 balles avant de lancer la journée. Soudé dans sa blouse d'expert, branché à la matrice. Le laiton brillant sur le couloir. Et la métropole rampant à ses pieds par la baie vitrée finie les égouts, adieu les boyaux chlorés du sous-sol. Il trônait au 12e, avec l'exposition panoramique sur le parc et l'horizon barbelé de la jungle de béton qui poussait sans l'autorisation de quiconque. L'aile de maternité humanisée fut coupée au ruban 6 semaines plus tard. Renfloué par la manne financière exhumée de l'annulation du rachat hostile, le magot bloqué en frais d'honoraires pour le requin chinois avait été réinjecté dans le circuit de la clinique. Le CA l'avait voté à l'unanimité écrasante en 5 minutes chrono, avant de toucher à l'ordre du jour. Céline accoucha un mardi matin. Le travail la crucifia pendant 11 heures. Mais 11 heures de grâce d'une dimension galactique par rapport aux heures pointées dans cette clinique. Pas le rush du couloir avec les aplapas, pas la clandestinité de l'infirmerie pourrie du sous-sol. Ce furent 11 heures sacrées, bordées par un staff médical de pointe formé pour sanctuariser l'instant. Avec la lumière tamisée, le monitoring furtif et la température optimisée pour que l'explosion de la vie se fasse dans son cocon naturel. Le gamin déboula à 11h corata avec les poumons en feu du nouveau, qui ne pige pas que l'expulsion est la norme. Puis son bras dans ce silence ahuri des mômes qui téléchargent la base de données du monde terrestre. Léo réceptionna son neveu pour la toute première fois dans les bras de l'oncle. Ses mêmes bras charpentés par les raclettes à vitres, les seaux de javel et les montagnes de papier et toilettes. Il capta le poids plume de cette masse organique, le poids microscopique d'un humain qui popait dans l'univers. Dans un putain d'hosto qui l'avait sauvé des flamines extremis. Il lewi ota. La fréquence vocale n'avait pas bougé depuis ses 7 ans, pas la voix synthétique reformatée par l'orthophoniste.
Pas le forçage vocal de l'infirme qui s'épuise à Saint-Ger-les-Valides. La vibration brute, légèrement nasillarde, du survivant de la méningite qui utilise sa trachée sans retour de son dans les tympans, ce qui lui conférait la douceur absolue du vrai. Je t'apprendrai à entendre, et lui, il marqua une pause. Et à griller ce que les enfoirés ne voient jamais. Le bébé écarquilla les paupières. Je vous pose la question cache là, tout de suite, c'était quoi la pire erreur de l'actionnaire à votre avis? Sa connerie de paraffer sans lire, ou son eugénisme dégueulasse en prenant le muet pour un macaque? Flinguez les commentaires, je veux votre putain de vérité. Dans un penthouse des beaux quartiers, acheté à la grande époque où le pognon gratuit excusait toutes les excentricités, Marc Vasseur matait les chaînes info en continu, sa pète à la main, le son coupé. Il avait appris à ses dépens que beugler devant sa télé dans un loft fantôme puait le désespoir, et son ego reptilien refusait d'acter l'humiliation intégrale de sa défaite. BFM passait en boucle le ravalement de façade de la clinique Vita Impériale, l'auditorium rénové avec la thune de la compliance. Avec sous-titrage livre projeté sur le plafond et traducteur. LSF greffé au pupitre comme norme inaltérable du nouvel âge de l'établissement. Léo crevait l'écran, harnaché dans sa blouse bleue, son micro-oreillette bionique clignotant, les mains virevoltantes. Il narrait sa croisade devant un parterre de VRP de la santé, de hauts fonctionnaires et de PDG débarqués des quatre coins. L'Hexagone pour décortiquer le modèle de conformité accouché du scandale du siècle. Titré par la presse économique sous la une assassine, l'agent d'entretien qui a autopsié le contrat Marc appuya sur off. Il s'enfonça dans les abysses de son loft hors de prix, avec son Mont Blanc échoué sur la table basse envers le stylo du sacrement de la fusion. Symbole du requin persuadé que sa morgue remplaçait le travail de l'avocat d'affaires. Il s'en empara. Il tenta de gribouiller sur un carnet en cuir, rien de spécifique en tête. Juste le besoin compulsif de faire cracher l'encre de ce totem phallique qui avait symbolisé son hégémonie pendant des décennies. Persuadé qu'il lui rendrait un peu de sa superbe, l'encre sèche ne coulait plus. Il appuya comme une bête, rien que dalle. Il toisa le cylindre d'or et de résine noire avec le rictus de l'homme qui avale une allégorie cruelle pondue par le karma. Sans l'avoir commandé, le Mont Blanc de la victoire qui a vendu sa boîte. Tari, assécha, incapable de tracer la moindre ligne de survie, il le balança de toute sa rage contre le mur. Le stylo se fracassa contre le marbre dans le claquement sec des idoles mortes. Il dévala sur le parquet, s'échouant contre la copie de la convention de fusion qu'il avait imprimée des mois plus tôt. Déchiré dans un accès de furie hystérique quand il avait percuté le piège dans lequel il s'était auto-suicidé. S'il y avait eu une putain de caméra de vidéosurveillance dans ce loft, elle aurait figé pour l'éternité ce plan machiavélique, le stylo de riche éventré près du contrat charcuté. L'enterrement de première classe d'un empire bâti sur le mépris, échoué dans la poussière d'un silence de mort. Mais il n'y avait pas de caméra, rien que le silence abyssal. Le même putain de silence qui recouvrait le couloir du 7e étage. Le jour où un balayeur en combinaison grise avait déchiffré l'arrêt de mort sur les lèvres des requins. Le silence qui avait tout enregistré. Cette épopée nous balance à la gueule que la puissance de feu ne réside jamais dans les aboiements des patrons, mais dans le viseur de ceux qui observent que les rebuts de la société apprennent à cœur la matrice invisible. Et que traiter un génie d'abruti sur la simple base de son handicap reste l'acte de suicide professionnel. Le plus fulgurant de l'histoire de la finance. Si ces récits de vengeance chirurgicale qui vous foutent un coup de poing au sternum vous transcendent, frappez le bouton d'abonnement et la cloche pour intégrer l'escadron.